fait, aujourd'hui, je suis particulièrement ému parce que ce que je vais vous présenter, je ne l'ai jamais fait avant. C'est presque un résultat qui est abouti hier soir. Et je suis venu avec ma présentation, donc cette avant-première. Soyez indulgents pour tous ceux qui portent ces idées nouvelles, qui sont toujours imparfaites, qui sont le résultat à la fois d'un cheminement personnel et de rencontres d'hommes. Le titre, c'est le menu. Intelligence collective et économie du don. C'est vrai que c'est assez étrange, comme on n'en entend pas souvent parler, et c'est cette histoire que je vais essayer de vous raconter avec, je vous le rappelle, cette indulgence que vous allez essayer de m'accorder, et je remercie Reynald de me donner cette opportunité de partager ça avec vous. Donc, l'histoire, mon histoire, commence à 20 ans. Je ne suis pas né à 20 ans, mais il fallait bien marquer le début de l'histoire à un âge donné, donc c'est 20 ans. À 20 ans, je ne me posais pas de questions, j'étais bien formaté. Je pensais réussir, j'avais fait des études, partir aux États-Unis, travailler dans la finance, l'avenir matériel était vraiment rose. Après 4 ans en Amérique du Nord, je me suis aperçu que le formatage avait bien fonctionné, que j'étais sur des rails, mais ce n'était pas mes rails. La vraie difficulté, c'est pas de se poser cette question trop tard, parce que à la fin de sa vie, c'est comme je ne sais plus qui disait, il faut mieux avoir des remords que des regrets. J'ai essayé de ne pas avoir de regrets et d'être en cohérence, de mettre en cohérence à la fois mon cheminement personnel, mon quotidien en tant qu'homme, et ce que je faisais aussi à des fins professionnelles. Donc, à 26 ans, à mon retour des États-Unis, a sonné l'heure des interrogations. 26 ans. C'est à la fois vieux, mais pas trop vieux encore. On peut changer de chemin et partir sur de nouvelles aventures. Déjà à 26 ans, j'étais perturbé par des crises écologiques, économiques, qui faisaient peut-être pas encore l'actualité d'aujourd'hui, mais qui étaient déjà bien présentes, avec cette question peut-être tout à fait bateau, mais une fois qu'on se l'est posé, il faut commencer à y répondre. Quelle posture adopter et le bonheur est-il possible? Et oui, je me posais ces questions à 26 ans. Avec plusieurs attitudes face à ça, donc il y a une attitude de combat, être contre le système, partir avec des armes et aller le contrer. Je vous rassure, c'est totalement vain. Être dans l'agitation, être à la fois tiré par plein de directions à la fois, c'est aussi totalement vain parce que ça ne mène nulle part. La politique de l'autruche, que beaucoup de gens pratiquent, c'est surtout de ne pas entendre, ne pas voir et continuer à aller dans le mur. J'ai adopté j'ai pris cette image, c'est un peu osé, l'attitude du penseur. Voilà, comment faire face à ces interrogations et comment avancer. Et surtout, pour moi, pas à 26 ans, c'est un peu plus tard, d'anticiper, et non pas la fin du monde, avec tous les films hollywoodiens ou les livres qui vont avec, mais la fin d'une certaine organisation de la vie que je sentais, à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'organisation de la ville, dans le domaine même amical, que les choses n'allaient pas forcément être la continuation de ce qui avait été avant. Donc, en anticipant cet effondrement relatif des systèmes dans lesquels on vit, que ce soit l'organisation pyramidale, que ce soit la remise en cause de la logique des puissances au niveau des pays, parce que les pays qui étaient puissants hier ou les continents ne seront pas forcément les mêmes demain. Et face en fait à tout cet écosystème qui était en train de s'effriter, s'éroder, comment agir? Et je me souviens, un de mes professeurs d'histoire me disait en 86, en parlant du mur de Berlin, que le mur de Berlin allait durer très longtemps. Il ne savait pas que quelques années après, ce même mur allait s'effondrer. Et je pense que le changement, il peut aussi arriver à un moment où on ne s'y attend pas, et autant l'anticiper pour éviter de le subir. Alors je vous ai parlé de cette cohérence à la fois personnelle dans ma vie et cohérence professionnelle. Alors tout d'abord, j'ai décidé d'être un créatif culturel. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme-là. C'est un livre qui m'a énormément impacté, au bon sens du terme. C'est des chercheurs américains qui ont évalué
qu'il y avait à peu près 20 à 25% d'une population qui portait, en fait, dans leur gène, le changement du monde. Mais le problème, c'est que c'était des gens marginaux, enfin pas marginaux dans leur vie, mais pas un corps organisé, donc ils ne pesaient jamais sur l'équation politique. Ils étaient acteurs de leur vie, responsables, mais pas du tout connectés en réseau. Et depuis que ce livre est sorti en 2000, eh bien en fait, ce que les chercheurs avaient pu analyser pendant 30 ans, avec la force d'Internet et la force des réseaux, eh bien ces personnes pris isolément, qui étaient responsables et acteurs de leur vie, ont commencé à se regrouper, se fédérer et partager des idées. Alors, pour être le plus fidèle représentant de cette population, en fait, il y a 3 soucis qu'il faut avoir. Le souci de cohérence, c'est déjà, à titre personnel, est-ce que mon empreinte, est-ce que je peux la réduire le plus possible? Dans mon acte alimentaire, dans mon acte de voyager, dans mon acte de me loger, dans même l'éducation des enfants, dans ma manière de se déplacer. C'est un concept qui a été aussi mis au point par des chercheurs américains, l'empreinte que l'on a à titre personnel, et comment cette empreinte, à l'échelle collective, pèse sur la Terre. Et d'ailleurs, ces mêmes chercheurs ont démontré que, globalement, il faudrait presque 2 planètes pour continuer à vivre la manière dont on vit aujourd'hui. Donc forcément, on est face à une impasse. Donc la seule manière d'y parvenir, c'est déjà d'être le plus cohérent possible. De ne pas dire et ne pas faire, comme diraient les Américains, you walk your talk. Vous faites ce que vous dites. C'est un vrai travail quotidien. Un souci d'autonomie, c'est tout simplement, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, lui considère que ça, c'est les besoins physiologiques de base. Manger, se vêtir et boire. Et tant qu'on n'a pas résolu ça, on ne peut pas monter dans cette pyramide. Donc c'est pour ça que les personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir, on peut leur parler d'informatique, ils resteront bloqués à la première strate de la pyramide. Quand je dis souci d'autonomie, c'est dire voilà, comment je peux reprendre une certaine forme de souveraineté sur ma vie, en récupérant l'eau de pluie, en ayant mon propre jardin et en ayant ma propre capacité de production d'énergie. Aujourd'hui, techniquement, c'est tout à fait possible, il faut juste le déclarer et le faire. C'est ce que j'ai fait à échelle individuelle. J'ai essayé de retrouver cette capacité d'autonomie en essayant de mettre en scène et de manger mes propres légumes, de produire ma propre électricité et de récupérer mon eau de pluie pour alimenter mon jardin et surtout d'avoir c'est presque une jouissance ne plus dépendre du système. Mais bien sûr, on l'est toujours d'une certaine manière, mais au moins pour mes besoins de base. Et je vous promets, s'il n'y a plus de quoi manger, on ne pourra pas manger un ordinateur, on ne pourra pas manger un téléphone portable. Donc le fait de prendre conscience que récupérer cette souveraineté sur sa vie de tous les jours, c'est presque un acte, c'est le premier acte de responsabilité. Et un souci d'échange, c'est que les connaissances que j'ai, j'en suis pas forcément propriétaire, et qu'il faut, autant que faire se peut, les partager et construire les projets dans un mode collaboratif, de partager des événements, partager même le logement, des bonnes idées, parce que c'est la seule manière de réussir collectivement à changer les choses. Alors, c'est surtout faire un pari sur des choses qu'on commence véritablement à parler aujourd'hui, c'est la contagion des bonnes idées. Et c'est cette fameuse intelligence collective où, en fait, le fait d'avoir une bonne idée et de la butiner, cette bonne idée est le résultat de ce travail que font les abeilles que de butiner les fleurs et de réussir à produire son propre miel. Et donc c'est cette image-là. Chacun butine des idées et à un moment donné, il devient créateur de son propre génie ou de sa propre proposition pour la société collective. Bon, c'est bloqué. Ah bon, d'accord. Ah non. Bon. Et la deuxième chose, c'est la responsabilité professionnelle. Et là, j'ai mis un peu plus de temps à trouver qui, à mes yeux, manquait pour passer
d'une idée, d'une ambition collective à une incarnation sur le terrain. Je l'ai appelé la cellule souche du changement, le territoire. C'est un peu lié au témoignage de tout à l'heure sur la ville d'Angers. C'est cette prise de conscience que j'ai eue en étant conseil du maire de Fontainebleau. Cette ville est très intéressante parce qu'elle est protégée par sa forêt, donc elle n'a pas pu se développer. C'est comme une île au milieu d'un océan de verdure. Donc elle est restée dans son jus d'origine. Et l'occasion s'est présentée qu'à la suite d'une réforme militaire, des dizaines d'hectares de friches militaires se soient en fait présentés à la mairie avec cette opportunité extraordinaire de repenser la ville sur elle-même. Non pas dans ses franges, mais dans son cœur. Et je lui ai présenté cette opportunité qui s'est passée en deux phases, à la fois de définir une stratégie post-carbone, comment réduire l'empreinte carbone d'un territoire de 50 000 habitants, première étape, et la deuxième étape, comment, et c'est là où j'aboutirai dans mes conclusions, comment passer de cette volonté collective à une application concrète pour limiter cette empreinte. Parce que très souvent, et je le vois à titre professionnel, beaucoup de bureaux d'études présentent des beaux projets à moyen, voire à très long terme, et le passage à l'action est toujours très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à idéaliser un monde de demain et ne pas penser que la première manière d'y parvenir, c'est d'agir maintenant. C'est ce que moi j'ai appelé la théorie des petits pas. Agir petit, mais sûrement, et dans la direction qui aboutira à terme au projet qu'on imagine aujourd'hui, mais je vous dis, comme j'ai pu le vivre, rarement comme on l'imaginait quand on se met en mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie, et dans ce mouvement de la vie, on imagine des choses qu'on n'imaginait pas quand on reste dans son bureau à essayer de penser de manière statique l'avenir. Et donc en fait, le maire de Fontainebleau a dit, voilà, est-ce que vous pouvez en une année lancer au moins un projet de manière irréversible sur 4 champs, les bâtiments, l'emploi, les transports et l'alimentation? Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'être un incubateur d'innovation pour au moins un projet par thématique. Pour les bâtiments, c'est de réussir à conceptualiser sur une friche militaire un écoquartier qui produira plus d'énergie qu'il n'en consomme, en essayant de trouver les meilleurs porteurs d'innovation qui existent, parce que quand on voit les écoquartiers en France, chaque acteur a une partie de la solution. Mais il n'y avait encore aucun acteur qui avait intégré et globaliser l'ensemble des solutions innovantes. C'est ce qu'on a essayé de faire en essayant de définir cette ambition et de montrer que techniquement c'était possible. Deuxième projet, c'est d'ouvrir un des premiers lieux de télétravail. Donc en fait, la mairie a acheté un bâtiment et il y aura 200 postes en télétravail offerts aux 7000 salariés, 7000 habitants de la ville qui font la navette tous les jours en perdant 2h30, 3h dans les transports en commun, avec la fatigue qui va avec. Donc cette télécentre va être ouverte et on va pouvoir mesurer la capacité de ce type d'équipement et à terme en réseau en Ile-de-France de changer l'aménagement du territoire, la répartition des richesses sur un territoire et surtout de se soucier de l'habitant et de son parcours de vie. Troisième exemple, c'est de créer une plateforme de véhicules en autopartage à la gare. Parce que Fontainebleau, c'est Fontainebleau et Avon, les deux villes sont au cœur de la forêt. Mais les gens arrivent à la gare d'Avon. Donc il faut terminer ces fameux deux derniers kilomètres qui en fait créent souvent une impossibilité d'utiliser les transports en commun. C'est-à-dire que les gens continuent d'utiliser leurs véhicules personnels parce que l'offre alternative n'existe pas. Et donc on a essayé de mettre au point une plateforme de véhicules en autopartage, vélos, scooters, voiturettes et voitures en autopartage, en essayant d'utiliser toujours pareil dans le même esprit un maximum de technologie pour rendre l'usage des transports alternatifs le plus fluide pour l'habitant. Il faut lui soulager la vie. Il ne faut pas décréter qu'il doit vivre de telle ou telle manière. Il faut juste lui proposer d'une manière très ergonomique quelque chose qui, et lui-même fera le changement, lui permettra de vivre autrement. Et le quatrième projet, c'est de réussir à produire d'une manière autonome la capacité d'une ville à produire sa propre alimentation. Et donc on a proposé au président du château de Fontainebleau de recréer le potager du roi, l'équivalent du potager du roi, comme en fait un moyen d'amorcer
une production beaucoup plus collective, style jardin partagé, en identifiant des parcelles disponibles ici ou là et que la ville n'avait pas du tout identifiées. Et donc ce 4e projet est en cours. On a essayé aussi d'expérimenter les monnaies complémentaires avec l'INSEAD, comment en fait rendre un territoire son autonomie ou une certaine forme de souveraineté monétaire en créant une monnaie qui facilite les échanges entre les personnes. Donc ça, malheureusement, ça n'a pas pu aboutir parce que trop complexe à mettre en œuvre, et surtout ceux qui les portent ne sont pas suffisamment pédagogues pour convaincre des élus. Mais c'est une démarche qui est en cours. Et voilà ce que j'ai finalisé hier soir, qui est le résultat d'un an de travail avec plusieurs personnes. On s'est rendu compte, chacun dans son expérience professionnelle, que ce qui manquait au territoire, c'est un écosystème qui viendrait en fait soutenir cette innovation. Alors qu'est-ce qu'on a créé? On a créé tout d'abord une fondation qui s'appelle Fondéo. Parce qu'on s'est rendu compte que la capacité à collecter du mécénat à proximité des projets que des associations pouvaient porter, c'est une formidable solution qui existe très largement aux États-Unis et qui aujourd'hui fiscalement est intéressante. Mais c'est une solution qui demande qu'à être développée. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle Fondéo pour permettre à des territoires un service de collecte de dons. Deuxième chose qu'on a créée, c'est d'identifier des gens qui avaient suffisamment de capitaux pour demain mettre de l'argent dans des sociétés innovantes qui apportaient des réponses de terrain à des problèmes de terrain. Et souvent, et on le dit presque tous les jours, on aide un peu les start-up, mais à un moment donné, elles sont freinées dans leur croissance, elles n'arrivent pas à devenir les Facebook et les Google aux États-Unis. C'est que on reste en France à peu près dans les mêmes grands groupes qui existaient il y a 50 ans ou un siècle. Alors qu'aux États-Unis, les entreprises qui font l'actualité médiatique au niveau financier, c'est des entreprises qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans. Donc il faudrait encourager d'une certaine manière que des porteurs d'innovation soient reconnus, aidés, et que leur histoire personnelle puisse se développer et que demain on puisse exporter leur savoir-faire. Agredia, qui est une plateforme qui permet de sécuriser des échanges entre des personnes. C'est-à-dire que vous avez une bonne idée, ou vous avez des membres de votre réseau, vous n'avez pas du tout le moyen de les valoriser, alors que vous voulez augmenter ou monétariser ces relations. Et en fait, cette plateforme permet de sécuriser l'échange entre des personnes. Mais ça peut être de 10 € jusqu'à 1000 ou 10 000 €. C'est juste sécuriser, d'évacuer cette transaction entre deux individus pour que chacun puisse optimiser son propre réseau, toujours au service du territoire. Et surtout de mettre en place un certain nombre d'identifier les meilleurs consultants pour répondre rapidement aux besoins. Et tout ça, en fait, pour que ça puisse fonctionner, on a créé on l'a appelé la coopérative de l'économie positive, c'est-à-dire qu'en fait, de permettre d'une manière extrêmement rapide de partir des besoins de territoire et de mettre en place, un peu comme j'ai fait à Fontainebleau, mais d'une manière beaucoup plus grande, de mettre des consultants spécialistes à la fois des collectivités, des entreprises, du monde bancaire, et de permettre à des territoires de passer d'une belle idée, d'une belle ambition, d'une belle vision, à quelque chose de concret qui fera, je dirais, le plaisir et la joie des habitants qui partagent ce territoire. Merci.